0, 1. Let's get started. Salut à toi, tu prépares ton bac. Pour t'aider, je vais faire avec toi un exercice chaque jour. Donc aujourd'hui, on va se mettre sur un exercice qui est pas mal, qui consiste à mettre un homme dans un canon, à le projeter dans l'air et à calculer où est-ce qu'il va arriver quand il va tomber. Donc je pense que ça peut être assez marrant. C'est parti! Pour commencer, je te laisse le temps de bien lire le sujet et ensuite on va se lancer sur la première question. Comme c'est un exercice qui est sur 5 points, le jour de l'examen, tu as environ 50 minutes pour le faire. Là, on va aller beaucoup plus vite, donc n'hésite pas à mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire les questions à chaque fois. Allez, c'est parti pour la première question. Donc pour cette première question, il fallait ressortir les données du cours. À la date t égale 0, l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique à la date t égale 0, plus l'énergie potentielle de pesanteur à la date t égale 0. On remplace par les formules. L'énergie cinétique c'est 1 demi de mv carré. Donc là c'est v0 au carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Et z, là, la hauteur, c'est grand H. C'est ce qu'on peut voir sur le schéma. Voilà, on peut encadrer cette première réponse et passer à la question 2. Donc là, dans la question 2, ils nous disent à l'aide d'un raisonnement énergétique déterminer la vitesse du système à l'arrivée dans le filet. Donc le raisonnement énergétique, c'est dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Et conservation de l'énergie mécanique, c'est quand les forces de frottement sont négligées. Là, c'est bien le cas, c'est ce qui a été écrit dans l'énoncé, puisqu'il n'y a que la force P qui s'exerce sur le système. Donc on peut écrire les forces de frottement étant négligées, il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc on peut dire que l'énergie mécanique à l'instant initial, ce qu'on a fait à la question 1, c'est la même énergie qu'à l'instant final, EMF.
Donc on se retrouve avec 1 demi de mv0 carré plus mg grand H, c'est égal à 1 demi de mvf au carré plus mg petit h c'est la hauteur à l'arrivée. Mais bon, dans cet énoncé, on sait que grand H égale petit h, ça fait 8 mètres. Donc tout ça va se simplifier, tout se barre, et on se retrouve avec V0 au carré égale VF au carré, donc V0 égale VF. Et V0, c'était 31 mètres par seconde. Donc voilà. On va passer à la question 3. Donc dans cette question, déjà ce qu'on sait, c'est que l'énergie mécanique, elle est constante. Donc c'est une droite. Ça, c'était la question 2. Ensuite, sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, il faut que additionnée, elle soit égale à l'énergie mécanique. Là, il faut faire attention parce que notre origine du repère, elle est placée à z égale h. Ça veut dire que l'énergie cinétique, elle n'est pas maximale au départ et l'énergie potentielle de pesanteur, elle n'est pas non plus égale à 0. Donc il faut faire attention à ces 2 points. Voilà. Donc là, dans cette deuxième question, il fallait appliquer la deuxième loi de Newton au système. Donc la deuxième loi de Newton, elle dit que la somme des forces extérieures, c'est égal à la masse fois l'accélération. Donc il faut écrire ça. Il faut bien sûr faire une phrase aussi. Nous appliquons la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures, ils nous l'ont dit dans l'énoncé, il y a seulement le poids. Le poids, c'est m fois g. Donc on va remplacer. Et donc, ce qui se passe là, c'est que le poids, donc il est orienté comme ça vers le bas, selon l'axe des z, puisque notre repère, c'est x et z sur le petit schéma. Ce qui va faire que quand on va projeter, on va avoir la composante de l'accélération selon x, bon bah, elle vaut 0. Selon
selon y, il n'y a même pas de y, hein. De toute façon tout le mouvement est dans le plan, donc ça vaut aussi 0. Et selon z, elle va valoir moins g. En fait, on voit que z est orienté vers le haut, le poids est vers le bas, donc ça veut dire que il faut mettre un signe moins. Voilà comment on exprime l'accélération et on passe à la question suivante. Donc question 5, c'est une question qui est assez longue. N'hésite pas à mettre en pause pour finir de rédiger. Donc là, on part de l'expression de l'accélération. On sait que l'accélération, c'est les dérivées de la vitesse par rapport au temps. Et on sait aussi que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc on va partir de ça et on va calculer à chaque fois la primitive. Donc c'est un peu un exercice de maths en réalité. Donc, A, on sait que ça fait 0, 0, moins G. Donc, la primitive de ça, la primitive de 0, c'est une constante, c'est 1, c'est 2, et la primitive d'une constante, c'est moins G fois T plus une constante. Pour trouver à quoi sont égales ces constantes, on va utiliser les conditions initiales. On sait qu'à T égale 0, le vecteur vitesse, c'est V0. Alors, là, on va regarder sur le schéma. Donc la composante selon l'axe des x. Comme il y a un angle alpha, faut qu'on projette V0 sur l'axe des x. Donc ça va faire V0 cosinus alpha. Et quand on projette sur l'axe des y, bon y il n'y a pas, ça fait 0. Et sur l'axe des z, ça fait V0 sinus alpha. Tout ça, c'est égal à notre vecteur vitesse avec nos constantes. C1, C2, C3. Et donc on fait une identification. Donc C1 ça vaut V0 cosinus alpha, C2 ça vaut 0, et C3 ça vaut V0 sinus alpha. Donc on a l'expression de la vitesse V. Maintenant, nous on cherche OG, donc il va falloir qu'on calcule encore la primitive de V. Donc la primitive d'une constante V0 cosinus alpha, donc ça va être cette constante fois t, plus encore une autre constante, on va l'appeler C1'. La primitive de 0, ça va être une constante, et la primitive de moins gt, ça va faire 1 demi de gt carré,
plus une constante, ça fait V0 sinus alpha fois T, plus, il faut encore ajouter une constante C3. Et on va faire encore la même chose que juste avant, c'est-à-dire qu'on utilise des conditions initiales pour calculer ces constantes. Donc AT égale 0, on est positionné où? On est positionné en G0. Donc on est en 0, 0. Attention par contre, on est à l'altitude H, on n'est pas sur l'origine du repère. Donc là, on va faire encore une identification. Donc on remplace T par 0 dans l'expression de OG. Donc il nous reste C1', C2' et C3'. Voilà, du coup, on remplace et on a trouvé notre résultat. Ça prend beaucoup de place, ça prend un peu de temps, mais en fait, c'est pas très très compliqué à faire. Voilà, donc on a bien retrouvé x de t et z de t. Y de t, ça vaut 0. Question suivante. Donc là, il fallait calculer la coordonnée de z de t lorsque le système entre en contact avec le filet de protection. Donc ça, on l'a déjà vu, il arrive à la hauteur petit h. Donc ça fait tout simplement z de t, ça fait petit h. Et ça fait 8 mètres. Voilà. Question 7, on arrive au bout de cet exercice. Donc là, dans cette question 7, il faut en déduire la valeur de TV. Donc là, on va utiliser la question précédente. On sait que à la fin, la hauteur, c'est h. Et donc, on va utiliser l'équation horaire, ça c'est la question 5. Donc, petit h, c'est égal à moins 1,5 de g TV au carré plus V0 sinus alpha TV plus grand H. Ensuite, on sait que là, petit h, c'est égal à grand H, c'est égal à 8 mètres. Donc, ça va se simplifier et on va se retrouver avec une équation beaucoup plus facile à résoudre, c'est-à-dire 0 égale moins 1,5 de g TV au carré plus V0 sinus alpha TV. Donc ça, pour résoudre ça, c'est plus une question de maths. On va factoriser avec TV.
TV facteur de moins 1/2 de G fois TV plus V0 sinus alpha. Là, pour résoudre ça, on a soit TV égale 0, ça ne nous intéresse pas, soit la deuxième partie égale à 0. Ça fait moins 1/2 de GTV plus V0 sinus alpha égale 0. Donc là, il faut réorganiser tout ça et on se retrouve avec TV égale 2V0 sinus alpha divisé par G. Donc là maintenant, il faut remplacer par les valeurs. Et à la fin, on tape tout ça dans sa calculatrice, ça nous donne 4,5 secondes. Donc maintenant qu'on a TV, on va pouvoir trouver facilement XV. Il suffit de prendre l'équation horaire de x de t et de remplacer t par TV. Donc on se retrouve avec TV, c'est égal à V0 cos alpha TV. Ensuite on remplace par les valeurs. Et à la fin, on a XV égale 96 mètres. 98 mètres. Donc ça, XV, c'est la portée. C'est la distance totale parcourue par notre homme canon. Donc la question 8, on doit comparer la longueur estimée au record de 56 mètres. Donc nous, on est bien au-delà du record. Ça veut dire que notre modèle n'est pas adapté. Le modèle de la chute libre n'est pas adapté à la description du vol. Une explication possible, c'est par rapport aux approximations qu'on a faites. Là, on a considéré qu'il y avait seulement le poids qui s'appliquait. On a négligé le frottement de l'air. Bon, c'était pas une bonne idée parce que notre estimation tombe complètement à côté de la réalité. Bon, bravo à toi si t'es arrivé jusque-là. On se retrouve demain pour un autre exercice. Ciao!